Carpe diem, cueille le jour qui passe, profite de chaque journée. Voilà le thème de cette nouvelle vidéo de Vendredi Lecture qui, je l'espère, vous donnera des idées de lecture pour vos traités. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Vendredi Lecture avec beaucoup de titres un peu nouveaux dont j'ai pas eu l'occasion de parler précédemment sur la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à nos précédents Vendredi Lecture et à nos chroniques manga via la playlist dédiée accessible depuis la barre de description. Donc aujourd'hui, on va parler de séries qui prennent leur temps puisque c'est l'état même d'esprit de leur narration, c'est-à-dire avoir une admiration de chaque élément du quotidien. Donc pour ça, on va commencer par parler d'un manga qui nous arrive alors que sa parution est terminée depuis près de 15 ans au Japon, mais qui est vraiment une merveille en termes justement de description d'un univers alternatif dans lequel il s'est passé une catastrophe. On est plus ou moins au crépuscule du monde dans Escale Yokohama, mais c'est pas ça le centre du sujet. On est dans un monde où l'humanité est devenue beaucoup moins nombreuse que de par le passé. Et donc, comme le dit l'auteur Hitoshi Ashinano au début de son manga, je vais vous guider à travers une époque de calme crépusculaire. Asseyez-vous sur le béton chauffé par le soleil. Et dans ce manga, on va suivre le quotidien d'Alpha, qui est une jeune femme qui est sur la couverture des 2 premiers tomes du manga, qui a une allure d'être humain tout à fait normal, mais qui s'avère être un robot qui s'occupe du petit café que lui a, entre guillemets, légué son créateur. En fait, le créateur de Alpha est parti un jour sans véritablement donner plus d'explications, mais en disant à Alpha de profiter de chaque moment, de chaque élément. Et en fait, dans cet univers-là, dans le café et aux alentours, vivent quelques personnes, telles le petit vieux qui gère la station essence, qui par exemple, quand on passe justement reprendre de l'essence pour son scooter, dit qu'il n'a vu personne de la journée. Et donc Alpha s'émerveille, découvre un peu les paysages qui sont aux alentours, les relations avec des nouvelles personnes qui vont former progressivement en fait une sorte de famille. Et en fait, chaque chapitre est l'occasion d'admirer un peu cet univers-là, un univers qui envisage un moment où la nature reprend ses droits sur une terre qui auparavant était fortement colonisée par l'homme avec buildings, routes et autres. Et donc là, par exemple, l'eau, le sable reprennent possession de terres sur lesquelles ces éléments étaient autrefois, et maintenant on est vraiment à une sorte de moment qui n'est pas triste. Les gens qui sont là justement apprécient de vivre leur vie quotidienne, ne sont pas inquiets, il n'y a pas cette frénésie qui pourrait marquer une œuvre qui serait post-apocalyptique où il faudrait vivre et tenter de survivre. Là, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de difficulté pour les personnes qui sont là, qui cherchent juste finalement à profiter dans le quotidien. Profiter du café, s'émerveiller des choses aux alentours, profiter d'une pastèque ou des relations et des échanges qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et donc c'est vraiment la vie quotidienne. Alpha qui se réjouit en fait de goûter des mandarines de la plantation des personnes du village, ou alors qui justement invité à une réunion du village exerce une danse
que les villageois n'avaient jamais vu, et donc ceux-ci s'émerveillent devant ce qu'elle réalise. Et en fait, dans le deuxième tome, il y a une autre robot qui apparaît et qui a été créé par la même personne que celle qui a donné vie à Alpha, qui vient lui confier un objet en fait que leur créateur a conçu. C'est un appareil photo pour capturer des moments, capturer des scènes. Et cet appareil photo, dans le deuxième tome, il est le sujet pour la motivation pour Alpha à partir un petit peu, admirer d'autres paysages, se demander en fait ce qu'elle pourrait faire comme photo et en pratique. Voilà, je vous laisserai le plaisir de découvrir ce qu'elle en fait et quel est le type de cliché qu'elle réalise. Donc, on est aussi face à une belle édition parce que donc j'ai montré classiquement les pages noir et blanc, mais il y a aussi des chapitres qui avaient été réalisés pour le magazine de prépublication dans lequel le manga a été publié, qui est le magazine Morning, qui avait été réalisé en couleur et qu'on retrouve ici en couleur dans ce tome 2, avec de belles planches. Alors, comme elles sont sur fond de vert, avec, vous l'avez compris, un soin tout particulier apporté à la retranscription de cette couleur dans cette vidéo-là, vous verrez des choses de manière transparente liées à l'usage de notre fond vert, mais c'est vraiment quelque chose d'appréciable et on voit, c'est réalisé du coup ces planches-là sur du papier bien un peu pardon, pas transparent, je voulais dire de meilleure qualité en fait que les pages noir et blanc pour retranscrire toute la beauté de la couleur. Donc des tomes vraiment je trouve une ode à la poésie, au plaisir quotidien, aux petites découvertes qu'on peut faire justement en se promenant dans la nature et en privilégiant le temps passé avec les autres, mais aussi avec l'environnement dans lequel on évolue. Des scènes qui sont parfois très poétiques, qui sont le fait d'apprécier un café, qui vont être d'apprécier un échange, de se promener, de regarder le mont Fuji, donc de sentir simplement le plaisir quotidien. Donc c'est ce que Alpha cherche à voir, c'est photographier le coucher du soleil depuis tel endroit. D'ici, on voit Enoshima et les lumières des lampadaires se refléter sur la mer. En un instant, le paysage se teinte de violet. Et voilà comment c'est décrit et réalisé sur des planches qui, parfois, n'ont pas de dialogue pour encore plus nous plonger dans les décors qui sont réalisés. Donc c'est vraiment une très belle œuvre qui est donc, comme je le disais, terminée au Japon en 14 tomes. Il y a eu 2 adaptations en animé, mais des épisodes courts, 2 épisodes de 30 minutes à chaque fois dans les années 90. Les fans d'animation japonaise qui cherchaient des œuvres un peu différentes à l'époque doivent s'en souvenir, même si elles étaient très difficiles à voir, puisque en fait, de mémoire non arrivée en France. Mais donc c'est vraiment une œuvre que Megan a raison d'être allé chercher parce que ça fait partie du patrimoine culturel, des belles œuvres du manga à découvrir. Donc je ne peux que vous recommander. Là je viens de finir les 2 premiers tomes. Le 3e tome est sorti en fait la semaine dernière. Voilà donc pour cette première œuvre qui était une ode à apprécier chaque élément de son quotidien, à aussi sortir pour voir les choses et les expérimenter par soi-même, mais c'est vraiment, on va dire, le quotidien autour de soi. Et un dernier élément, ça s'appelle Escale à Yokohama, puisque en fait, il y a le paysage de Yokohama qui est montré, qui est retranscrit. On est dans un Yokohama, mais pas le Yokohama extrêmement vivant, qui est d'ailleurs celui qui m'accompagne derrière cette vidéo, puisque en fait Yokohama est désormais sous la mer. La nouvelle Yokohama est sur une colline et on voit ici combien en fait les paysages ont changé. Dans cette planche là on voit Yokohama tel qu'il est dans l'univers de ce très bon manga, et on voit les bâtiments aussi qui sont derrière moi, mais qui sont désormais entièrement submergés. Donc vraiment, chouette œuvre. On va continuer avec une autre manière d'apprécier le quotidien, mais qui est aussi un titre que j'ai
vraiment apprécié de découvrir un titre de Makoto Jiro, donc auteur connu en France pour avoir publié auparavant La fille du temple au chat, qui était une œuvre complète en 9 tomes et qui signe actuellement un nouveau titre qui s'appelle Insomniaque, dont le tome 1 vient de paraître en France. Donc une œuvre qui nous invite à suivre deux protagonistes qui partagent le même problème, c'est-à-dire qu'ils sont insomniaques, ils n'arrivent pas à dormir. Et en fait, le manga décrit très bien le mécanisme bien de l'insomnie tel que on peut le vivre, avec le stress de bien voir les heures passer et de n'arriver jamais à s'endormir. Et en fait, les deux personnages qui n'ont au début aucun lien l'un avec l'autre se rencontrent lorsque le protagoniste masculin monte dans la salle de l'ancien club d'astronomie et découvre dans la salle eh bien, qu'il y a déjà quelqu'un qui s'y situe et qui est en train de dormir. De fil en aiguille, ces deux personnages échangent sur eh bien, la raison pour laquelle ils sont montés là. Par exemple, du coup, l'héroïne explique j'ai des insomnies toutes les nuits, ça m'énerve. Pendant la journée, j'ai des migraines et je suis juste crevé. Alors je viens dormir ici en cachette pour ne pas inquiéter mes copines. Et le garçon explique lui aussi que depuis l'enfance, il est insomniaque. Donc à ce moment-là, voilà, il se retrouve dans ce lieu-là qui est désert. Le club d'astronomie est fermé suite à bien, il y a des rumeurs qui courent sur des événements tragiques qui se seraient passés dans ce club d'astronomie. Mais les voilà un jour à eh bien, tous les deux s'endormir alors qu'ils sont enfermés dans la pièce en question. Et à partir de là se noue un lien tout nouveau entre eux deux. Ils vont se retrouver de manière régulière et personnaliser cet espace du club d'astronomie qui est donc avec un énorme télescope autour et qui donne une vue sur le ciel. Mais ils vont partager cette idée de bien rendre les nuits marrantes. D'ailleurs, l'héroïne explique qu'elle veut créer un nouveau club, le club des nuits marrantes. Et par exemple, les voilà qui, dans le chapitre 3, vont sortir ensemble pour simplement admirer les étoiles et profiter de la vie nocturne, vu que de toute manière, habituellement, ils n'arrivent pas à dormir. Ils cachent d'évidence l'un et l'autre bien sans doute des moments difficiles dans le passé et ou des inquiétudes qui expliquent ces insomnies, mais bien l'un avec l'autre, et ils vont réussir à découvrir une autre facette de la vie. Et le héros, par exemple, Ganta, va vite expliquer que désormais, ce qu'il n'aimait pas, c'est-à-dire ce pourquoi il n'éprouvait pas de plaisir particulier, comme aller à l'école, d'un coup, depuis qu'il a ce lien-là avec cette fille qui partage avec lui à la fois les expériences de difficultés d'endormissement et la création de ce petit safe space qui n'est que à eux à travers la salle du club d'astronomie. Les voilà qui eh bien, semblent bien mieux profiter du quotidien de leur vie. Il n'y a qu'à voir le sourire du héros quand il remonte justement dans la salle du club d'astronomie. Vous aurez vu qu'il y a un chat, on retrouve cet élément typique eh bien, de l'auteur, vu que dans sa œuvre longue précédente, c'était aussi l'importance qui était associée au chat, vu que c'était un point important. Et vous l'aurez vu à travers les planches que j'ai essayé de vous montrer, il y a là encore beaucoup de planches qui sont parfois sans aucun dialogue, qui sont une invitation à apprécier les décors, les ambiances, à rentrer avec les protagonistes dans ces atmosphères, comme ici une atmosphère de pluie. On est typiquement au mois de juin, à l'époque de Tsuyu, c'est-à-dire la saison des pluies au Japon, où on va chercher à, eh bien, on va écouter le murmure de la pluie et peut-être aussi écouter le murmure de son cœur. Donc c'est une série qui a démarré récemment au Japon, qui est publiée dans le magazine
Big Comic Spirits, et qui a déjà 6 tomes parus au Japon et fait l'objet régulièrement de mise en avant, comme ici dans ce tome-là, dans ce chapitre-là, où il y avait une planche couleur. Donc, comme je le disais, 6 tomes parus au Japon, série toujours en cours de prépublication et de publication, et vraiment une très belle œuvre à découvrir pour... Alors là, on n'est pas dans un univers de SF, on est vraiment dans un quotidien de lycéens japonais qui vont arriver en échangeant l'un avec l'autre et en se construisant un petit espace et peut-être en redonnant vie aussi à cet espace du club d'astronomie, eh bien, à profiter véritablement de la vie. On va continuer d'ailleurs avec une œuvre autour de lycéens, cette fois-ci plus à travers une problématique qui est à la fois trouver du sens à sa vie de lycéen et aussi trouver l'amour. Je vais parler maintenant d'un shoujo manga en 2 tomes seulement, qui vient de paraître aux éditions Akata, qui s'appelle Laisse-moi t'embrasser. Donc 2 tomes pour une œuvre complète qui nous plonge dans une petite bourgade de bord de mer où l'héroïne dit d'elle-même qu'on ne manque de rien et pourtant il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc cette héroïne, elle regrette en fait justement qu'il n'y ait pas grand-chose à faire, comme elle l'évoque. En devenant lycéenne, je pensais que mon quotidien allait changer du tout au tout. Je m'imaginais vivre libre, croquant la vie à pleines dents, mais la réalité est bien différente. Elle est déléguée de classe, elle se retrouve à faire tout le temps les mêmes corvées. Il n'y a aucun sel à son existence, jusqu'au jour où, eh bien, sur la plage, elle vit le premier moment un petit peu joyeux de son adolescence. Elle croise la route d'un garçon, Ao, qu'elle pense ne jamais recroiser. Mais donc ils ont partagé un moment sympa dans l'eau au bord de la mer. Et en fait, à la rentrée scolaire suivante, donc en avril, pour mémoire, la rentrée académique, la rentrée scolaire au Japon, c'est en avril, alors qu'elle passe en première, voilà qu'un garçon se présente à elle et qui est nouvellement rentré en seconde. Et ce garçon, du coup, c'est Ao, ce personnage avec qui elle avait partagé une expérience aussi sympa et amusante. Et donc, elle qui a souvent pensé à lui, elle est bien heureuse d'avoir l'opportunité, enfin, de le revoir. Voilà. Donc, c'est... On va le dire tout de suite, hein, puisque c'est pas le cœur... C'est pas l'objet en fait d'un grand suspense. Très vite, ils vont se déclarer l'un à l'autre et former un couple. Et ce qu'on suit dans ce manga-là, en fait, c'est très exactement leur vie quotidienne de couple. C'est un couple qui vient de se construire, qui découvre tous les bonheurs du quotidien, le fait de se retrouver à l'arrêt de bus, le fait de partager des expériences comme au moment des congés où on va aller au bord du fleuve, pique-niquer et partager un moment avec ses amis. Donc c'est bien amené. C'est vraiment une œuvre qui incite, je pense, à profiter de ces instants que les Japonais sacralisent en quelque sorte, ces instants d'insouciance lycéenne, les moments où on peut véritablement trouver qui on est quand c'est une expérience positive et aussi eh bien, se construire un entourage bienveillant. Donc c'est une œuvre chouette à suivre parce que les 2 protagonistes sont très mignons dans leurs sentiments et puis eh bien, l'héroïne découvre en fait qu'en rencontrant Ao, eh bien, toute son existence a été bouleversée, ça a rempli son cœur, ça a rempli sa vie. Pour être complètement honnête par rapport à cette œuvre-là, au début, à la lecture du premier tome, je trouvais que c'était même presque trop feel good, dans le sens tout se passe bien, il n'y a pas d'enjeu narratif majeur, mais j'ai trouvé qu'avec le deuxième tome, non pas que il y ait une quelconque tension supplémentaire qui vienne s'installer,
Mais les chapitres bonus qui sont proposés par l'auteur, Vega Nakashima, sont vraiment très intéressants dans le fait qu'ils nous donnent l'occasion de voir le temps s'écouler. Déjà, entre le premier chapitre de cette œuvre et eh bien, le chapitre 7 qui en marque la conclusion, il s'est écoulé déjà une année. Donc on a eu l'occasion de passer du temps avec les protagonistes. Mais en plus, avec des chapitres bonus que l'autrice a réalisés à la suite de la demande de l'éditorial du magazine dans lequel ça a été publié, c'est-à-dire Betsukomi, eh bien, elle a l'occasion de nous montrer ce que sont devenus les personnages après et même avant. Donc on va avoir du coup l'occasion de voir eh bien, les personnages encore une année plus tard, quand l'héroïne Sakura est sur le point d'entrer à l'université. On va aussi en savoir plus sur Ao et son enfance, jusqu'à même bien des années plus tard, après l'université, après l'entrée dans la vie active des deux protagonistes. J'ai trouvé ça vraiment chouette comme manière de décrire une relation amoureuse à travers le temps. Et donc j'ai été subjugué par la manière dont c'était amené. J'ai vraiment trouvé ça très très agréable, très bien mené, et avec des paysages qui, là encore, c'est amusant, me font penser très facilement à des paysages de Yokohama, le vrai Yokohama, donc qui est un lieu privilégié pour des rendez-vous amoureux, je rappelle, Yokohama. D'ailleurs, avec Rosalist, nous avions fait plusieurs vidéos à Yokohama, alors dans le cadre des événements autour de Pokémon, évidemment, du Pikachu Outbreak, mais pas seulement. On était allé sur les lieux du manga Après la pluie. Après la pluie, qui était un manga paru aux éditions Kana, que j'avais adoré. On avait aussi également beaucoup apprécié le dessin animé qui en avait été issu. Ce qui me fait une transition toute parfaite pour vous présenter le manga qui suit, qui est en fait justement de l'auteur de Après la pluie. C'est sa nouvelle œuvre à cet auteur. Et donc, c'est Kowloon Generic Romance. Kowloon Generic Romance, qui est une œuvre assez étonnante, là où Après la pluie nous décrivait eh bien, le quotidien d'une lycéenne qui faisait un baito, un travail dans un family restaurant et qui était tombée amoureuse du manager de ce family restaurant. On va suivre ici le quotidien de toute une galerie de personnages qui ont en commun, je pense, surtout le fait de vivre à Kowloon, une cité d'influence de culture asiatique et notamment chinoise, qui fait penser très fortement à l'imaginaire qu'on pourrait avoir de Hong Kong. Et on va suivre l'héroïne dans les ruelles de Kowloon, sans vraiment se douter, à la lecture du premier tome, de ce qui nous attend. Parce qu'il y a un cliffhanger assez incroyable à la fin du premier tome qui nous fait passer d'un manga dont on pourrait se dire c'est une œuvre qui va nous décrire simplement la relation entre Kujilai, l'héroïne, et puis Kudo, la personne avec qui elle travaille et pour lequel d'évidence elle éprouve des sentiments, ce qui est plus ou moins le fil vers lequel on nous mène tout au long de ce premier tome, même si à plusieurs occasions, des petits éléments un peu étonnants dans les remarques des personnages doivent nous mettre la puce à l'oreille, comme cet élément-là. Il y a un mot qui caractérise ce manga, c'est le mot nostalgie. C'est comme si, en fait, ce manga-là était focalisé, centré sur ce sentiment, cette émotion, la nostalgie. Et donc, Jun Mayuzuki, c'était vraiment comme si son idée, c'était de mettre en parallèle l'amour et la nostalgie, ce que évoque d'ailleurs le personnage de Kudo à l'intérieur de ce premier tome. Pour moi, la nostalgie est pareille à l'amour. C'est la même chose pour tous les gens qui vivent ici. Ils sont tous amoureux de Kowloon. Ce quartier exerce sur eux une fascination nostalgique. Et à cette occasion, on voit à quoi ressemble le quartier de Kowloon. C'est un quartier un petit peu complètement resserré. On ne sait pas trop ce qui se passe aux alentours, à l'extérieur.
Et on est aussi un petit peu interpellé par le 4e de couverture du manga, puisque ça nous dit passé, présent et futur se confondent dans le labyrinthe des rues du quartier malfamé de la citadelle de Kowloon, où vivent des personnages nostalgiques. Alors en fait, les protagonistes qu'on suit à travers ce manga, dont on suit le quotidien, puisque chaque épisode est vraiment, chaque chapitre est l'objet d'un quotidien, d'un émerveillement, comme ici quand Kujelai attrape la veste de Kudo avec à travers une scène qui pourrait tout à fait être une scène de après la pluie, quand l'héroïne se prenait à sentir eh bien, la veste du manager du Family Restaurant. Là, il se passe un petit peu la même chose avec une sorte d'appréciation toute simple de ce qui se passe. Donc là, en l'occurrence, de la veste et puis de son mouvement au vent et peut-être des senteurs qui y sont associés. Et il y a un soin vraiment particulier apporté, par exemple, à l'ambiance de Kowloon, avec cette image de Proust qu'on a, cette idée d'avoir des ruelles très fréquentées où il y a plein de petits restaurants, comme c'est le cas parfois au Japon dans certains quartiers. Ça pourrait presque être plus exactement un quartier chinois d'une ville japonaise dans la manière dont on retrouve certaines ambiances, certaines ruelles. Et je pense que il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent à travers les sensations. Les sensations et, comme je le disais auparavant, la nostalgie dont on ne sait pas trop en fait à ce moment-là d'où vient cette nostalgie. C'est quelque chose qui viendra ensuite. Et donc, comme je le disais, il y a des éléments qui nous interpellent en lisant ce manga-là, peut-être qui suggèrent qu'il y a d'autres choses autour qu'on ne capture pas, mais qui sont inscrits dans le quotidien, comme tout simplement, eh bien, je le disais, le fait que ce quartier semble être une zone délimitée dans l'univers, et aussi quand les protagonistes regardent à l'extérieur, ils voient une sphère, une sphère, une sorte de losange qui représente en fait une nouvelle terre, un nouveau monde pour le genre humain, dont la construction avance grâce aux soins apportés à la sécurité et l'usage des technologies de pointe. On ne sait pas trop ce qu'est cette chose. D'ailleurs, en vrai dire, tous les éléments éventuellement fantastiques qui sont introduits dans ce manga sont vraiment que par petites touches. On n'est pas face à une œuvre qui nous prend directement dans le fantastique, mais on sent bien une uchronie dont on ne capture pas encore totalement à la lecture du premier tome, et pour tout vous dire, à la lecture même des tomes suivants, puisque les choses se révèlent vraiment par toutes petites pointes des choses. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec Kowloon City, c'est ses atmosphères, ses ambiances, le soin apporté à la description des liens entre les personnages. On est face à une œuvre qui est prépubliée dans un hebdomadaire depuis 2019. Elle est publiée dans l'hebdomadaire, eh bien, le Young Jump, qui est la version de magazine de prépublication de Shueisha qui s'adresse à un public un peu plus adulte que le Weekly Shonen Jump. Donc, on est face à une œuvre dont la construction est aussi rythmée par cette idée-là d'avoir un chapitre quotidien, un chapitre hebdomadaire qui va nous décrire un peu les ruelles de Kowloon, leur atmosphère, ou alors les sentiments, les émotions, la nostalgie d'un personnage, tout en faisant planer un voile de mystère qui est vraiment, vous le verrez si vous lisez ce manga, ce que je vous encourage, vraiment piqué par le cliffhanger du tome 1. Il s'avère que le tome 2 et le tome 3 se finissent sur des cliffhangers tout aussi incroyables, en tout cas qui donnent envie de lire la suite. Donc une œuvre à découvrir, et ça fait plaisir de voir l'auteur de Après la pluie signer du coup une nouvelle série bien mise en avant d'ailleurs au Japon, et qui reçoit un beau succès et un bel accueil. Voilà. Pour terminer, je voulais parler d'un manga dont la parution reprend en France. Elle a été mise en pause pendant près d'un mois, un an et demi presque. Ce manga-là, c'est Kakushigoto. Kakushigoto, qui est aussi une œuvre qui évoque l'appréciation du quotidien, de la vie quotidienne, et ici, le quotidien d'un mangaka avec sa fille de 12 ans, lui qui l'éduque seul,
puisqu'il est arrivé quelque chose à la maman, elle a disparu, on ne sait pas exactement quoi, mais donc on a donc ce personnage-là, Kakushi Goto, qui est auteur de manga, mais qui veut absolument le cacher à sa fille, puisqu'il est auteur de manga grivois, donc il ne veut pas que sa fille découvre quel est son vrai métier, et on suit ainsi leur quotidien. Donc, c'est vraiment un manga de quotidien sur à la fois ce que vit Kakushi Goto dans son travail, avec beaucoup d'anecdotes qui vont vraiment loin dans bien ce que vit un mangaka au quotidien. Il y a vraiment des termes techniques, des modes de fonctionnement qui sont expliqués sur les relations entre un mangaka, ses éditeurs, ses assistants. C'est vraiment passionnant. Qui plus est, il y a tout le temps des pages dans la version reliée qui sont les coulisses du manga, qui vous décrivent très précisément sur une page complète ce qui se passe dans la vie des mangaka. Par exemple, le fait de célébrer le 20e épisode d'un manga, où là l'auteur explique qu'autant dans le Jump, eh bien, les responsables éditoriaux ne manquent pas de fêter un anniversaire, là où dans le Weekly Shonen Sunday ou dans le Weekly Shonen Magazine, l'oubli est systématique pour peu que vous tombiez sur un responsable éditorial distrait. Il évoque par exemple la manière dont aussi la chose change avec Twitter, où là ça devient les fans du manga qui rappellent aux responsables éditoriaux eh bien, qu'il faut célébrer un anniversaire pour une série. L'auteur là dans ce tome-là évoque aussi la problématique des petits mots qui doivent être laissés à la fin des magazines. À chaque fois dans les magazines de prépublication japonais, notamment Weekly Shonen Sunday, Weekly Shonen Magazine, mais d'autres, comme ici le Weekly Young Jump, vous avez tout le temps la page de sommaire avec eh bien, un petit mot de l'auteur. Dans le Weekly Shonen Sunday, par exemple, il y a une question à chaque fois qui est posée à l'auteur, comme quel est l'objet que vous voudriez absolument, avec lequel vous voudriez absolument partir si vous deviez aller sur une île déserte, quel était votre livre préféré quand vous étiez enfant, tout le temps une question comme ça et une réponse. Et bien ici, Koji Kumeta, l'auteur du manga, explique combien ce type de question le met en difficulté à chaque fois. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de réalisme dans cette œuvre, et en même temps, il y a beaucoup de moments un peu intenses émotionnellement dans la relation entre Hime, donc la fille de Kakushi Goto, et puis le papa, avec cette famille du coup qui d'évidence a vécu une disparition difficile, mais qui se construit dans un quotidien plutôt dynamique et joyeux, avec ici l'arrivée du chien, donc un nouveau membre dans la famille, un membre emblématique, et puis Hime qui, dans le même temps, se fait des amis et eh bien, s'ouvre aussi de plus en plus à l'école. Donc, si j'adore ce manga, c'est tant pour ce qu'elle nous dit sur l'univers des mangakas. C'est passionnant tout ce qu'on peut apprendre. C'est une sorte de livre témoignage sur qu'est-ce que c'est la vie d'un mangaka. Et en même temps, c'est une œuvre très intense, émotionnellement parlant, dans ce qu'elle décrit des liens entre Kakushi Goto, donc le protagoniste masculin, et puis sa fille, et sa fille, avec une once de mystère en même temps. Donc ça me fait extrêmement plaisir de voir la série redémarrer aux éditions Vega Dupuis, maintenant que Vega est passé sous le giron de Dupuis, et donc les lecteurs français vont avoir enfin l'occasion de découvrir la fin de Kakushi Goto. Pour mémoire, le manga et l'anime se sont terminés au Japon en même temps, en 2020. Donc ceux qui ont déjà vu l'anime savent comment ça se termine, mais ça vaut vraiment le coup de lire le manga, puisque l'adaptation animée faisait le choix d'adapter certains chapitres et d'en mettre d'autres de côté. Donc là, avec le manga, vous avez l'intégralité, vous avez les commentaires de Koji Kumeta, donc beaucoup de contenu qui nous incite aussi à, là encore, prendre le temps, prendre plaisir à chacune des relations qu'on peut entretenir avec notre entourage. Vraiment une œuvre à découvrir, et en plus ultra enrichissante pour quiconque est passionné par l'univers du manga. Voilà, donc vous l'aurez vu, des atmosphères différentes, mais vraiment à travers les œuvres que j'ai voulu vous partager aujourd'hui, il s'agissait eh bien, de savoir s'émerveiller, de savoir profiter du quotidien,
de chaque élément qui le caractérise, donc avec des titres qui sont peut-être moins centrés sur des rebondissements incroyables, mais plutôt eh bien, des œuvres dont on prend plaisir à lire les chapitres, à retrouver les personnages de chapitre en chapitre et à voir nos horizons s'étendre en même temps, tout autant qu'on s'enrichit, voire qu'on apaise son cœur en lisant certaines des planches. Donc j'espère que ce vendredi lecture thématique Carpe Diem vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.